Malgré les objectifs du millénaire qui ont fixé de diminuer par 2 le nombre de personnes qui n'ont pas accès à l'eau potable d'ici 2015 et qui sont bien suivis, on a encore aujourd'hui 884 millions de personnes dans le monde qui n'ont pas accès à un point d'eau amélioré. Avoir accès à un point d'eau amélioré, donc c'est pas la même chose qu'avoir accès à un service d'eau potable comme on l'imagine en Europe, puisque un point d'eau amélioré, ça peut être un puits partagé avec d'autres personnes, qui est juste protégé. Et si on parle vraiment de services d'eau en continu et de qualité potable, des estimations laisseraient penser qu'il y a au moins 2,6 milliards de personnes qui n'ont pas accès à ce type de service. L'eau, c'est quand même un enjeu de santé publique fort, c'est la première cause de mortalité liée à des maladies infectieuses dans le monde, c'est-à-dire des maladies non liées au vieillissement. Et par ailleurs, c'est encore plus vrai pour les enfants, pour lesquels un tiers de la mortalité infantile est imputable à des maladies liées à l'eau, donc des diarrhées, etc. Il y a également des enjeux sociaux forts sur l'accès à l'eau, en particulier en Afrique subsaharienne, qui est le continent le plus en retard sur l'accès à l'eau et où on imagine déjà que les objectifs du millénaire pour le développement ne seront pas atteints. Ces enjeux sociaux, ils sont liés au fait que ce sont généralement les femmes et les enfants qui sont en charge de la corvée d'eau, c'est-à-dire d'aller chercher de l'eau dans des points d'eau qui peuvent être très éloignés de chez eux, en particulier en saison sèche. Et du coup, ça a évidemment un impact sur l'éducation, ça a également un impact sur l'occupation des femmes, et donc elles vont être nettement handicapées par cette corvée d'eau. On contribue en général chaque année à peu près à alimenter en eau 800 000 personnes, donc c'est des projets importants. Maintenant, la façon de monter ces projets est assez emblématique, puisqu'on va essayer non seulement de financer des infrastructures, des tuyaux de l'accès, ce qui est évidemment indispensable, des usines de production, des forages, mais on sait aussi que ça ne va pas suffire, parce que sur la durée, il faudra ensuite qu'il y ait des gens qui puissent continuer à maintenir et à exploiter ces ouvrages. Donc ça veut dire qu'on va toujours avoir un investissement fort sur ce qu'on appelle le renforcement de capacité. Ça se situe à la fois au niveau de l'organisation institutionnelle, je dirais, donc qui opère, qui fournit, qui construit, qui régule, etc. Ça se situe également au niveau des hommes et de la formation de gens de qualité qui vont pouvoir exploiter les ouvrages. Nous, on fait un projet qui va durer généralement 5 à 7 ans pour la construction, qu'on va donc financer. Et au-delà de ça, il faut que ça puisse être pérenne, et donc il faut que ce soit financé par des ressources locales, en particulier par le tarif, par le budget de l'État. Et puis, donc, si on inclut le renouvellement, il y a également des financements des bailleurs de fonds comme l'AFD. Pour que ça fonctionne, il faut avant tout que ce soit eux qui se l'approprient et qui soient moteurs. Donc ça, c'est le premier enjeu et la première difficulté qu'on peut rencontrer, c'est de se dire comment on va arriver à faire en sorte que ce soit eux qui prennent en charge le projet et qui se l'approprient complètement. La deuxième difficulté dans ces zones urbaines, c'est que c'est des zones qui croissent et où il y a une expansion démographique hyper forte, avec des zones en particulier des quartiers informels, des zones périphériques où les gens n'ont pas de titre de propriété, s'installent comme ça. Et donc l'alimentation en eau des quartiers informels, c'est un sujet sur lequel on travaille beaucoup, où il y a pas mal d'expériences innovantes, en particulier pour favoriser des petits opérateurs locaux qui seraient apparus spontanément, par exemple. En milieu rural, contrairement en milieu urbain, généralement on n'a pas d'opérateur national ou de collectivité qui sont directement en charge, et on va travailler avec des associations d'usagers. Et donc l'enjeu sur ces associations d'usagers, ça va être de permettre à nos partenaires à la fois d'assurer une régulation, ce qu'on appelle, c'est-à-dire de vérifier tout ce qui est tarif, qualité du service, et puis également le renforcement de ces associations et l'organisation de ces associations dans le temps.
On a souvent en tête l'idée que les pauvres vont avoir plus de mal à payer pour l'eau et que donc ils ne payent pas l'eau. C'est quelque chose qui est complètement faux puisque souvent, par exemple dans les quartiers informels dont je parlais, les gens payent l'eau beaucoup plus cher que s'ils l'avaient au robinet chez un opérateur. C'est-à-dire que l'eau leur est amenée par des camions citernes par exemple et ils vont la payer en quantité parfois 10, 20 fois plus cher que ce qu'ils la paieraient. Donc je crois qu'on peut vraiment mettre en place le paiement des tarifs par tout le monde dès lors qu'on les associe à la fixation de ce tarif. Donc ça, on peut le faire entre autres grâce à des ONG.